Grâce aux efforts d'organisations comme le acide désoxyribonucléique DO Project, ainsi qu'au progrès de la technologie médico-légale et à la popularité toujours croissante des sites de généalogie, nous voyons maintenant, plus que jamais, des affaires non résolues datant de plusieurs décennies enfin trouver une résolution. En 2022, nous avons assisté à l'identification de Joseph Zarelli, autrefois connu sous le nom du garçon dans la boîte, l'un des cas John Doe les plus connus aux États-Unis. Bien que les circonstances de la mort de Joseph restent encore floues, il semble que les réponses ne soient plus aussi éloignées dans de tels cas qu'elles ne l'étaient auparavant. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires non résolues datant de plusieurs décennies qui ont finalement été résolues. Gretchen Harrington. Le matin du 15 août 1975, Gretchen Harrington, âgée de 8 ans, a quitté sa maison pour se rendre à son école biblique d'été. Résidente de Broomall, en Pennsylvanie, l'église de Gretchen, la Trinity Chapel Christian Reformed Church, n'était même pas à un demi-mile de sa maison. Mais quelque part en chemin, quelque chose s'est passé. Gretchen n'est jamais arrivée à l'école biblique. Son père était le pasteur d'un lieu d'église secondaire et était ami avec David Zanstra, le pasteur de l'église où Gretchen se rendait ce matin-là. Après quelques heures, il a été alerté de la disparition de sa fille et a demandé à Zanstra d'appeler les autorités, ce qu'il a fait. Une recherche approfondie a été lancée pour la fillette de 8 ans, sans aucune trace d'elle. Un peu moins de 2 mois plus tard, le 14 octobre, des restes squelettiques ont été découverts dans le parc d'État de Ridley Creek, non loin de l'endroit où Gretchen a disparu. Les restes ont rapidement été identifiés comme appartenant à la fillette de 8 ans, la cause du décès ayant été déterminée comme des blessures au crâne. L'affaire a été classée comme un homicide et une enquête a commencé, mais elle s'est refroidie assez rapidement. En 2023, près de 48 ans après le meurtre de Gretchen en 1975, une arrestation a enfin été effectuée dans son affaire. Le 24 juillet, le bureau du DA du comté de Delaware a annoncé que David Zanstra, 83 ans, avait été inculpé d'homicide criminel de 1er, 2e et 3e degré, ainsi que d'enlèvement d'un mineur et de possession d'un instrument de crime. La percée dans l'affaire est survenue une semaine plus tôt lorsque les enquêteurs ont décidé de réinterroger Zanstra, le pasteur de l'église que Gretchen fréquentait le jour de sa disparition. De façon glaçante, non seulement Zanstra était un ami dévoué de la famille, mais l'une de ses filles était la plus proche compagne de Gretchen. La police a noté que lors de leur entretien avec lui en 2023, il a d'abord nié être impliqué. Cependant, lorsqu'il avait été confronté à des preuves de comportement sexuel inapproprié dans le passé, il a craqué, racontant au détective qu'il avait vu la petite fille marcher seule sur la route le matin où elle a disparu. Zanstra a affirmé qu'il avait proposé à Gretchen de la conduire à l'église, ce qu'elle a accepté parce qu'elle le connaissait et lui faisait confiance. Au lieu de cela, il l'a emmenée dans une zone boisée à proximité où il a garé la voiture et lui a demandé de se déshabiller. Toutefois, la fillette de 8 ans a refusé, ce qui l'a énervé. Il a frappé Gretchen avec son poing, la laissant saigner. Croyant qu'elle était morte, il a recouvert son corps et a fui la scène. Le procureur Jack Stolzheimer a qualifié Zanstra de monstre, déclarant « C'est un homme qui était un prédateur d'enfants sans remords, qui agissait comme s'il était un ami, un voisin et un homme de Dieu. Et il a tué cette pauvre petite fille. » Il a ajouté que Zanstra a joué le rôle d'un ami de la famille pendant des années après la mort de Gretchen. Les enquêteurs ont décidé de revisiter Zanstra lorsque, à l'automne 2022, une femme s'est présentée souhaitant parler à quelqu'un du cas de Gretchen. Reliée à un officier, la femme a dit penser connaître l'identité du meurtrier. De façon notable, elle gardait des journaux depuis les années 1970 où elle consignait certaines informations. Elle n'avait que 10 ans au moment du meurtre et vivait à Averton, à environ 3 miles à l'est de l'endroit où Gretchen a disparu. Cette femme avait, lorsqu'elle était enfant, également été amie avec l'une des filles de Zanstra. Elle se souvenait avoir dormi chez eux,
fréquemment, et a raconté à la police qu'une fois elle s'était réveillée au milieu de la nuit pour trouver Zandstra en train de l'agresser. Quand elle a bougé, il a quitté précipitamment la pièce, mais il est revenu la nuit suivante pour recommencer. Quand elle a demandé à son amie, la fille de Zandstra, à propos de ses actions, elle a répondu « Il fait ça parfois ». Quand elle est rentrée chez elle, elle a raconté l'incident à ses parents. Ils lui ont immédiatement interdit de passer la nuit chez le pasteur. Dans ses journaux, la femme a également écrit sur un enlèvement impliquant une amie à elle nommée Holly. Elle a écrit « Devine quoi? Un homme a essayé de kidnapper Holly 2 fois. » C'est un secret, donc je ne peux le dire à personne, mais je pense qu'il pourrait être celui qui a kidnappé Gretchen. Je pense que c'était Monsieur Z. Des témoins le jour de la disparition de Gretchen l'avaient vu parler avec un homme à l'intérieur d'une voiture. Des témoins affirmaient que la voiture ressemblait à celle de Zandstra. Pourtant, à l'époque, les enquêteurs n'avaient pas réussi à établir un lien concret entre le pasteur et le crime. De l'acide désoxyribonucléique a été prélevé sur Zandstra lors de son arrestation en 2023 et il sera soumis pour voir s'il correspond à des affaires non résolues et ouvertes. Les enquêteurs ont exprimé leur préoccupation quant au fait que, en raison de son rôle de pasteur, Zandstra aurait pu abuser de beaucoup plus d'enfants. Laura Campton. Laura Campton, 23 ans, est décédée le 28 septembre 1981. Elle avait été vue pour la dernière fois tôt le matin de ce jour-là en entrant chez elle, un appartement au rez-de-chaussée sur Chapel Street à Portsmouth, New Hampshire. Son corps a été découvert par un policier qui était venu lui remettre une convocation judiciaire liée à des contraventions de stationnement impayées lorsqu'il a remarqué que la porte d'entrée montrait des signes d'effraction et a aperçu un corps à travers la porte entr'ouverte. Le crime était odieux. Laura avait été recouverte par un matelas et une literie, ses chevilles liées par un cordon électrique. Elle avait été agressée sexuellement avant sa mort. Les autorités ont ajouté qu'il était probable qu'une bouteille de vin ait été utilisée pour attaquer Laura avant, pendant ou après l'agression. Laura était étudiante à l'école de beauté de Portsmouth, où elle étudiait pour devenir coiffeuse. Elle était également employée au magasin de cadeaux Marco Polo et au salon de glace de Karen. Travailleuse et sociable, elle était connue pour être un esprit libre avec une grande personnalité. Les enquêteurs sur sa disparition ont découvert qu'elle est probablement décédée peu après son retour chez elle. Elle avait eu un traumatisme crânien à cause d'un coup violent sur le côté de la tête. Pendant des semaines, les détectives ont tenté de suivre des pistes et de comprendre le meurtre, mais les semaines se sont transformées en mois et les mois en années. Les réponses restaient hors de portée. L'affaire a été classée sans suite. Puis, en 2023, une annonce est arrivée. Laura's killer was identified. Ronnie James Lee était un homme de 21 ans vivant et travaillant à Portsmouth au moment du meurtre. L'assistante du procureur général Rachel Harrington a noté qu'il n'y avait aucune preuve que les deux se connaissaient. Lee est né en 1960 et a brièvement servi dans l'armée jusqu'en 1981 avant de commencer à travailler pour MBI Security chez Liberty Mutual à Portsmouth. En novembre 1982, il a été arrêté pour vol. Il vivait avec sa mère à l'époque. Le meurtre de Laura n'était pas son seul crime. Lee avait été condamné pour une série d'infractions, dont 5 cambriolages, 2 auxquels il a plaidé coupable, ainsi qu'une agression sexuelle. En 1987, il a été condamné pour ce dernier cas, qui découlait d'un autre cambriolage. Il a été en prison pendant 3 ans suite à la condamnation. Bien que Lee ne puisse pas être accusé dans l'affaire, les enquêteurs considèrent maintenant le meurtre comme résolu. Lee est décédé en 2005 à l'âge de 45 ans d'une intoxication aiguë à la cocaïne. S'il avait vécu, il serait actuellement confronté à des accusations de meurtre au premier degré. Ruth Marie Terry, autrefois connue sous le nom de la Dame des Dunes. Le 26 juillet 1974, le corps en décomposition d'une femme a été trouvé à Race Point Dunes, Provincetown, Massachusetts. Elle a été trouvée parmi les arbustes, à quelques mètres d'une route, et on pense qu'elle est décédée 2 semaines auparavant. Elle était étendue sur une demi-couverture de plage. Les enquêteurs ont théorisé qu'elle connaissait son meurtrier ou qu'elle avait été tuée pendant son sommeil, car elle n'avait aucune blessure défensive et il n'y avait pas d'autres signes évidents de lutte. Elle était décrite comme mesurant environ 1,67 m et pesant 66 kg avec des cheveux roux tirés en queue de cheval. Ses orteils étaient fins en rose et elle avait été retrouvée avec un bandana bleu
et une paire de jeans de marque Wrangler placés sous sa tête. Elle avait subi beaucoup de soins dentaires coûteux, mais il lui manquait plusieurs dents, ainsi que ses mains et un avant-bras, probablement pour empêcher l'identification par empreinte digitale et travaux dentaires. On estimait qu'elle pouvait être aussi jeune que 20 ans ou aussi âgée que 49 ans. La cause du décès de Jane Doe a été déterminée comme étant une blessure à la tête. Un côté de sa tête avait été écrasé, peut-être avec un outil de tranchée de type militaire. Elle était presque décapitée et son corps portait des signes d'agression sexuelle, probablement post-mortem. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que les enquêteurs ne se retrouvent dans une impasse dans l'enquête, incapables de mettre un nom sur le visage de Jane Doe. Elle a été enterrée en octobre 1974 et surnommée la Dame des Dunes. Le cas est resté dormant pendant plusieurs décennies, jusqu'en 2015, lorsque des suggestions ont émergé que la Dame des Dunes était une figurante dans Les Dents de la Mer, le classique de Steven Spielberg de 1975. Le film avait été tourné à Martha's Vineyard, à environ 5 miles au sud de Provincetown. Il y avait une figurante dans la scène de plage du 4 juillet du film, qui montre une femme portant un bandana bleu et des jeans, similaires à ceux décrits comme ayant été trouvés avec le corps. Cependant, cette piste n'a rien donné de plus. Une fois de plus, des années se sont écoulées sans aucun progrès. Enfin, en 2022, Ortram Inc., une entreprise spécialisée dans la généalogie génétique médico-légale, a commencé à tester les restes squelettiques de la Dame de Juin. Le 31 octobre, le Federal Bureau of Investigation a annoncé que, enfin, Jane Doe avait été identifiée. Ruth Mary Terry est née le 8 septembre 1936 à Whitwell, Tennessee. On ne sait pas grand-chose de son enfance, mais en 1957, à l'âge de 21 ans et après un bref mariage, elle déménage à Livonia, Michigan, où elle commence à travailler à l'usine automobile Fisher Body. Sa belle-sœur Jane Terry se souvient qu'elle aimait sa famille et que sa famille l'aimait. Son frère Ken la décrivait comme un esprit libre, ajoutant qu'elle cherchait quelque chose de plus que simplement une vie à la campagne, je suppose que vous diriez. 1 an plus tard, en 1958, Ruth a donné naissance à son fils, Richard, mais ne pouvait pas se permettre de s'occuper de lui. Elle a accepté de laisser le surintendant de son lieu de travail l'adopter en échange du paiement de ses dépenses. Lui et sa femme étaient de proches amis de Ruth. Une fois ce processus finalisé, elle a déménagé en Californie. Bien qu'elle ait tenté de contacter son fils en 1972, il était adolescent à l'époque et n'était pas prêt à renouer avec elle. À un moment donné, au cours des prochaines années, Ruth a rencontré Guy Rockwell Muldovan. Le couple s'est marié le 16 février 1974. Muldovan était un antiquaire à Reno, Nevada, mais sa famille a déclaré ne pas l'aimer lorsqu'ils l'ont finalement rencontré. 4 mois avant que son corps ne soit retrouvé à Provincetown, Ruth a rendu visite à sa famille. Sa petite nièce se souvient que la trentenaire n'était pas elle-même lorsqu'elle était en compagnie de son mari. La famille a aussi remarqué le comportement possessif de Muldovan. Le couple a ensuite visité son frère Ken à Chattanooga, Tennessee. Ken se souvient qu'ils ont parlé de voyager à travers le pays pour collecter des antiquités, envisageant même une visite au Massachusetts. Puis, à la fin de l'été 1974, Muldovan est revenu au Tennessee. Il a dit à la famille de Ruth qu'elle avait disparu de leur maison commune en Californie. La belle-sœur de Ruth, Jean, a noté « Il était si direct ». Et il a simplement dit qu'il ne savait pas où elle était et tout ça, mais il n'est pas resté très longtemps. L'autre frère de Ruth, James, s'est rendu en Californie où il a engagé un détective privé pour retrouver sa sœur. Le détective privé a révélé que tous ses biens avaient été vendus et a suggéré qu'elle avait quitté l'État de son plein gré après s'être impliquée dans une secte religieuse. Un membre de la famille a théorisé que Ruth était entrée dans un programme de protection des témoins et qu'elle était incapable de contacter ses proches. Richard Hunchett, le fils de Ruth, a dit aux Californiens « Ils n'ont rien pu trouver. Ils ont confronté ce gars moldave et il a juste dit qu'elle est partie, vous savez, libre d'esprit ceci, cela et l'autre. » Dans l'intervalle, la belle-sœur de Ruth a exprimé « J'ai toujours eu un pressentiment négatif envers l'homme qu'elle a épousé. » Pendant des décennies, les Terry sont restés sans réponse. Lorsque l'annonce est arrivée qu'elle avait été identifiée en 2022, sa famille a été soulagée. Au moins maintenant ils savaient et ils pouvaient enfin trouver un sentiment de clôture. 1 mois après l'identification, les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à Muldovan, croyant qu'il était la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ils ont d'abord noté qu'en 1974, Muldovan conduisait la voiture de Ruth et avait dit à plusieurs personnes qu'elle était morte. Ils ont ensuite appris son passé criminel étendu.
Moldovan est né le 27 octobre 1923. En 1958, il a épousé sa deuxième femme, Manzanita Ryan, qui a disparu avec sa fille de 18 ans issue d'un précédent mariage, Dolores Mearns, en avril 1960. Moldovan était le principal suspect dans l'affaire et a fui Seattle peu de temps après la disparition, mais a été plus tard arrêté par le Federal Bureau of Investigation. La romancière de faits divers, Anne Rule, a allégué dans son livre de 2007 Smoke, Mirror and Murder que la police a trouvé des parties de corps dans la fosse septique de Moldovan, mais n'a pas pu prouver qu'elles provenaient des femmes disparues. Les procureurs étaient réticents à porter des accusations sans un corps, et donc il n'a jamais été inculpé en relation avec les disparitions. Moldovan s'est marié pour la 3e fois le 29 juillet 1960. Peu de temps après, il a été accusé de vol pour avoir dérobé $10 000 à la famille de sa deuxième femme, à peu près au moment où elle et sa fille ont disparu. Et en 1961, il a été reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. Malheureusement, cependant, un juge a suspendu cette peine en mars 1962, à condition que Moldovan rembourse l'argent. En 2023, les enquêteurs ont annoncé que Moldovan avait été identifié comme le meurtrier de Ruth. Il ne peut pas être accusé car il est mort en 2002 à l'âge de 78 ans, mais les enquêteurs considèrent maintenant l'affaire de Ruth comme close. Et voilà les faits. Merci de partager vos pensées et réactions en commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.